Et je propose maintenant de passer à la dernière série de thèses qui s'intéressent au domaine large de l'alimentation. Alors d'abord avec une thèse de droit qui est présentée par Benjamin Clémenceau. Mesdames, Messieurs, chers tous, bonjour. Alors en premier lieu, je tiens vivement à remercier l'Académie d'agriculture de France et tout particulièrement M. Hervieux pour ce prix de thèse au titre de la section 04 Sciences humaines et sociales. J'en profite également pour remercier vivement mon directeur de thèse, Pierre de Montalivet, qui m'a fait le plaisir de venir aujourd'hui pour cette remise de prix. Alors, en 2014, lors du lancement de ma thèse, mon directeur m'avait demandé de choisir un sujet porteur sur lequel je serais prêt à consacrer 5 ou 6 années de ma vie, voire un peu plus d'ailleurs. Et étant constitutionnaliste et plutôt fondamentaliste de formation, je me suis alors vite rendu compte que le droit à l'alimentation constituait une matière en friche, n'intéressant pas grand monde, y compris et surtout parmi les publicistes. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé sur ce sujet. Alors, la soutenance de thèse n'est intervenue qu'en novembre 2020, tandis que mes travaux de recherche sont parus aux éditions L'Harmattan en décembre 2021, soit un peu plus d'1 an après la soutenance de ma thèse. Bon, ce fut pour moi évidemment un immense aboutissement et aussi un soulagement forcément, qui ne cesse de m'épanouir et de me motiver pour la suite de ma carrière. Alors, s'agissant de la thèse en elle-même, celle-ci fait 762 pages et se scinde classiquement en 2 grandes parties. Alors, la première partie de la thèse a trait à la prolifération des sources, mais aussi des acteurs qui gravitent autour du droit à l'alimentation, ce qui fait d'ailleurs prolifération qui fait d'ailleurs l'objet du premier chapitre de ma thèse. Et ici, je tente de démontrer que l'éclatement des normes et des acteurs qui en sont auteurs ou destinataires dessert en réalité l'applicabilité concrète du droit à l'alimentation, que ce soit au plan interne, régional ou universel. Bon, ce qui m'amène nécessairement, ici, dans le cadre de mes travaux, à défendre l'avènement d'une meilleure gouvernance en matière alimentaire, et ce, à tous les échelons du maillage géographique, que ce soit à l'intérieur ou en dehors des États. Mon deuxième chapitre aborde quant à lui l'importance de la société civile, et tout particulièrement des ONG, dans la défense du droit à l'alimentation. Alors, je défends ici l'idée que les associations, notamment en France, pas seulement, mais notamment en France, ont souvent un temps d'avance sur les gouvernements nationaux et qu'à ce titre, elles concourent activement tant à la sauvegarde qu'à la défense, voire à la promotion du droit à l'alimentation. Bon, que ce soit en influençant les législateurs nationaux, et pour ce qui est de cas de la France, nos parlementaires, ou d'une manière plus générale encore, les décideurs publics. Bon, il faut donc les soutenir en cherchant systématiquement à améliorer leur statut ainsi que leur financement, d'autant qu'en France, le statut d'ONG ne leur est toujours pas reconnu à nos associations gravitant autour du droit à l'alimentation. Alors, mon troisième chapitre parle du droit à l'eau et à l'assainissement, que je ne dissocie pas d'ailleurs du droit à l'alimentation, et en ce sens, je m'inscris étroitement dans la doctrine de Jean Ziegler, qui est l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, qui rattache justement l'élément hydrique au droit alimentaire. Donc il ne dissocie pas l'eau de l'alimentation, ce qui est le cas également dans le cadre de mes travaux de recherche. Alors, je rappelle que ce droit, dorénavant fondamental pour les Nations Unies depuis 2010 et l'adoption d'une résolution générale très attendue sur ce sujet, ne rencontre toujours pas d'écho significatif au plan national, étant donné que peu d'États l'ont en réalité constitutionnalisé, le droit à l'alimentation. Alors, pour l'illustrer, je rappelle notamment qu'en 2017, Benoît Hamon était par exemple le seul candidat à la présidentielle à proposer la constitutionnalisation du droit à l'eau. Mon quatrième chapitre a quant à lui trait aux organismes génétiquement modifiés, autant dire aux OGM, et tente de montrer qu'ils peuvent, à la condition d'être utilisés à bon escient, renforcer l'effectivité du droit à l'alimentation en accroissant notamment l'accessibilité des denrées alimentaires au plan local.
Alors cela va supposer, pour y parvenir, d'abandonner la logique strictement économique qui les caractérise encore trop souvent, donc de mener quelque part la vie dure à l'agrobusiness, qu'on le veuille ou non. Ils doivent être, les OGM, accessibles à moindre coût, ne pas déboucher sur un quelconque désaccaparement des terres des agriculteurs, et bien évidemment, au plan culturel, respecter les coutumes alimentaires des populations locales. Ce n'est d'ailleurs qu'à ce prix qu'ils pourront, les OGM, être utiles pour la sauvegarde et la défense, voire pour la promotion du droit à l'alimentation. Alors, la seconde grande partie de ma thèse porte quant à elle sur les principales limites que rencontre le droit à l'alimentation, que ce soit au plan normatif ou juridictionnel. Alors, le 5e chapitre recense ainsi les ambiguïtés qui entourent le droit à l'alimentation, tant en droit constitutionnel qu'en droit de l'Union européenne, puisque ce droit n'est pas, notamment en France, reconnu comme tel dans la Constitution. Le texte de 1958 n'en parle pas, c'est un droit qui n'est pas reconnu, et on peut dire au mieux que ce n'est qu'une composante de l'objectif de valeur constitutionnelle relatif à la possibilité qu'a toute personne de disposer d'un logement décent, voire de l'OVC sur le droit à la santé de chacun. Au sein de l'Union européenne, je rappelle plutôt que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'en parle pas, au même titre d'ailleurs, au sein de l'autre Europe, que la CESDH, donc la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'y a en réalité que la Charte sociale européenne, toujours au sein du droit de la CEDH, qui en pose les fondements les plus rudimentaires et minimalistes, à l'aune notamment du droit à des conditions minimales d'existence. Bon, je propose donc certaines voies d'amélioration pour justement en tenir compte de cette absence de prise en compte par ces différents textes. Le 6e chapitre évoque quant à lui l'hypothèse d'un droit alimentaire, où ici que j'assimile droit alimentaire, que j'assimile à une synergie entre d'une part le droit de l'alimentation et d'autre part le droit à l'alimentation, puisque recourir à cette formulation plus générique et englobante permettrait selon moi de renforcer le statut juridique du droit à l'alimentation, tant au plan interne qu'en dehors des États, puisque l'on ferait ainsi bénéficier le droit à l'alimentation du contenu nécessairement plus large et plus dense du droit à la liberté qui lui est associé, en l'occurrence le droit de l'alimentation. Rien ne sert après tout de réglementer les denrées alimentaires, que ce soit en termes de stockage, d'étiquetage, voire de traçabilité, si derrière l'on ne reconnaît pas le droit des êtres humains à une alimentation saine en quantité suffisante et qui soit de surcroît acceptable au plan culturel pour les populations. Les deux derniers chapitres de ma thèse, donc là j'étais allé un peu vite, les deux derniers chapitres de ma thèse ont quant à eux trait à la faible opposabilité du droit à l'alimentation auprès notamment des juridictions nationales, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement en France. C'est parce que ce droit est faiblement autonome qu'il n'arrive pas à être invoqué en tant que tel auprès des juges nationaux, y compris des juges français. En réalité, il n'existe que par le truchement d'autres droits qui, eux, sont expressément garantis, et à la condition, bien évidemment, qu'ils soient bafoués, méconnus, donc violés. Je pense par exemple ici au droit de mener une vie privée et familiale normale, qui identifie très clairement l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc pour le dire plus clairement encore, cette fois-ci, eh bien le droit à l'alimentation pourra être invoqué et protégé que s'il s'inscrit dans le giron d'autres droits, qui eux sont expressément reconnus, et que le droit en question, expressément reconnu, soit méconnu. Il s'agit donc d'une invocabilité par ricochet, par truchement, et seulement par ricochet, ce que je dénonce évidemment dans le cadre de ma thèse. Bon, je conclus mes travaux de recherche. En précisant que le droit à l'alimentation est un droit polémique, en ce qu'il est très politisé. Défendre le droit à l'alimentation, c'est encourir le risque d'être encarté politiquement. C'est par ailleurs prendre le risque de défendre un droit que les juristes eux-mêmes ignorent ou méconnaissent parfois. Il n'en reste pas moins un droit éminemment fondamental des êtres humains, en ce qu'il n'est en rien détachable d'autres droits qui, eux, sont expressément garantis, et qui d'ailleurs jouissent d'un écho beaucoup plus significatif en jurisprudence. Je pense ici notamment au droit à la vie ou bien encore au droit à un environnement sain,
mais je peux en citer plein d'autres. Donc en réalité, je suis un fervent partisan de l'interdépendance des droits de l'homme. Donc je conclus sur une note malgré tout positive mes travaux de recherche. Voilà. Alors concernant actuellement ma situation, je suis dorénavant enseignant contractuel en droit public à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, où je suis également directeur pédagogique du diplôme d'établissement Influence et Plaidoyer. J'exerce également la fonction de directeur adjoint de l'IE Prépa, qui est un CPAG, donc un centre de préparation à l'administration générale. Et par ailleurs, j'exerce des fonctions d'enseignant associé, que ce soit à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, où je suis chargé de cours magistral en droit constitutionnel, ou bien encore à l'ESILV, l'École supérieure des ingénieurs Léonard de Vinci, où j'ai également une charge magistrale, j'y enseigne le droit privé général. Voilà, je tiens de nouveau à remercier chaleureusement l'Académie pour son prix, ainsi que M. Hervieux pour m'avoir lu. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre écoute. Merci. Merci Benjamin Clémenceau. Donc nous ouvrirons la discussion après avoir entendu Simon Vontron et puis Juliana Melendrez-Ruiz. Donc voilà, Simon, nous restons dans le domaine de l'alimentation avec cette thèse présentée par Simon Vontron sur l'offre commerciale alimentaire et les pratiques spatiales d'approvisionnement des ménages, construire une géographie des paysages alimentaires. Donc, bonjour, mesdames, messieurs les membres de l'Académie de l'Agriculture. Je vous remercie très fortement pour cette invitation, pour cette reconnaissance aussi. Et donc, cette invitation qui me permet de présenter les travaux que j'ai réalisés durant ma thèse intitulée « Offre commerciale alimentaire et pratiques spatiales d'approvisionnement des ménages, construire une géographie des paysages alimentaires ». Alors, une thèse que j'ai réalisée sous la direction de Christophe Soulard et Colline Perrin à INRAE sur le centre de Montpellier. Alors, pour faire justement la suite de la présentation qu'on vient juste d'avoir, cette thèse en géographie donc, part du constat que l'accès à une alimentation saine et durable pour tous soulève des questions socio-économiques, environnementales et de santé. Et notamment, alors en 2020, encore 30% des adultes français sont en situation de surpoids. Cette prévalence est marquée par de très fortes disparités à la fois sociales et spatiales. Et donc, des recherches ont été menées donc, sur les déterminants environnementaux de la santé, donc principalement dans les pays anglo-saxons, et s'intéressent aux potentiels effets de l'environnement urbain, et notamment de l'accès au commerce alimentaire, aux espaces verts, mais aussi aux différents aménagements sur les comportements alimentaires et l'activité physique des habitants. Et donc, ces recherches, elles nous invitent alors à comprendre en quoi, finalement, quel est le rôle que peuvent jouer les paysages alimentaires dans les inégalités d'accès à l'alimentation des ménages. Et donc, pour cela, j'ai cherché plus précisément à comprendre en quoi les paysages alimentaires pouvaient être ou non source ou révélateurs d'inégalités. Alors cela implique d'abord d'analyser les relations entre l'organisation spatiale de l'offre alimentaire, et plus précisément dans mon cas de l'offre commerciale alimentaire, et des pratiques spatiales des ménages. Alors la notion de paysage alimentaire, elle est très récente en France, et elle renvoie à celle de foodscape, très présente dans la littérature anglo-saxonne depuis les années 90. Et donc j'ai analysé les différentes approches. En France, le paysage constitue, lui, un concept fondateur de la discipline géographie, et le fait alimentaire est même un objet d'étude historique de la discipline. Et la question des paysages alimentaires s'inscrit aujourd'hui dans un renouvellement des questionnements de la discipline, et plus exactement dans un mouvement issu de 3 courants de la géographie, donc la géographie du commerce, de la santé et la géographie rurale et alimentaire. Et donc, c'est sur la base de l'ensemble de ces travaux francophones et anglophones que j'ai construit un cadre d'analyse des paysages alimentaires, construit sur 4 dimensions. D'une part, une première qui correspond à la matérialité des paysages alimentaires, aussi appelée environnement alimentaire. Et donc, j'ai abordé cette dimension dans ma thèse à travers l'ensemble des commerces alimentaires et établissements de restauration, mais aussi l'environnement bâti dans lequel ils s'inscrivent. Une deuxième dimension qui correspond à la perception
que les individus ont de ce paysage. Une troisième dimension qui correspond au vécu des individus et qui renvoie donc à leurs pratiques d'approvisionnement, des pratiques qui résultent elles-mêmes de l'existant, mais aussi des perceptions que les individus en ont. Et enfin, une quatrième dimension qui renvoie au caractère dynamique de ces paysages, notamment en lien avec les ouvertures et fermetures des commerces. Et les politiques publiques peuvent contribuer à réguler ces dynamiques, et notamment à travers l'urbanisme. Et donc, dans cette recherche, je me suis principalement concentré sur les dimensions support, physique et vécu des paysages alimentaires. Alors, cette recherche, je l'ai conduite sur le territoire de la métropole de Montpellier, un territoire à forts enjeux sociaux, et qui a été précurseur dans la mise en place d'une politique agricole et alimentaire intercommunale. Et le caractère exploratoire de cette recherche m'a amené à employer une diversité d'approches et de sources de données pour conduire cette recherche. Alors d'abord, j'ai analysé la matérialité des paysages alimentaires à travers différentes bases de données, à la fois commerciales, mais aussi fiscales et de recensement. Et d'autre part, 2 enquêtes ont été déployées pour étudier la dimension vécue des paysages alimentaires. D'une part, l'enquête quantitative et collective Montpanier, composée d'un questionnaire à destination des ménages et d'un carnet d'approvisionnement mensuel. Et d'autre part, j'ai réalisé des entretiens semi-directifs afin de saisir la diversité des logiques d'approvisionnement des ménages. Alors, je ne présenterai bien évidemment pas l'ensemble des résultats issus de ces analyses, mais quelques focus. Et donc, après avoir cartographié l'offre alimentaire sur le territoire métropolitain, j'ai cherché à analyser s'il existait des quartiers, des groupes sociaux particulièrement concernés par un enjeu de distance au commerce alimentaire. Et donc, mes analyses me permettent d'estimer que plus d'un quart des ménages de la métropole de Montpellier habitent à plus de 500 mètres d'un commerce alimentaire et même plus d'un tiers à plus de 500 mètres d'un commerce vendant des fruits et légumes, ceux qui sont considérés comme sains dans la littérature internationale. Pour autant, à Montpellier, les quartiers qui sont dépourvus de commerce alimentaire vendant des fruits et légumes, et donc que vous pouvez observer en bleu sur cette carte, ne correspondent pas aux quartiers les plus pauvres de la ville, que sont les quartiers prioritaires politiques de la ville, en rouge sur cette carte. Plus encore, les ménages pauvres de la métropole montpelliéraine sont moins concernés par l'enjeu de distance d'accès au commerce alimentaire que l'ensemble de la population. Alors seulement les individus sont mobiles, ils se déplacent quotidiennement pour diverses activités sans restriction à leur quartier. Et donc, aussi à partir des données collectées dans l'enquête Montpanier, j'ai modélisé leur espace d'activité, c'est-à-dire l'espace qu'ils pratiquent dans leur vie quotidienne. Il s'agit donc de l'espace autour de leur domicile, mais aussi des différents lieux qu'ils fréquentent, leur travail, l'école où ils déposent les enfants, un club associatif, mais aussi des espaces qu'ils traversent pour se rendre sur ces différents lieux. Et les résultats que j'ai obtenus alors viennent nuancer les précédents propos que je viens de tenir, car en effet, les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ont un espace d'activité nettement plus restreint que ceux habitant d'autres quartiers de Montpellier, pouvant les faire apparaître comme captifs finalement de leur quartier. Ils sont alors exposés à un plus faible nombre de commerces alimentaires et d'établissements de restauration et une plus faible diversité de commerces que les habitants des autres quartiers. Et les commerces alimentaires auxquels ils sont exposés sont proportionnellement moins nombreux à vendre des fruits et légumes, et les établissements de restauration auxquels ils sont exposés sont plus souvent des fast-foods. Ces résultats soulignent donc l'importance de ne pas conduire uniquement une analyse à l'échelle du quartier, mais aussi de considérer l'espace d'activité des habitants. Il nous amène alors à interroger dans quelle mesure, finalement, les pratiques d'approvisionnement alimentaire des habitants sont ou non associées à cet environnement alimentaire auquel ils sont exposés au quotidien. Et donc, pour répondre à cette question, je me suis appuyé sur les 2 enquêtes, quantitatives et qualitatives, et l'analyse de discours des habitants m'a permis de distinguer 8 différentes logiques d'approvisionnement alimentaire, c'est-à-dire finalement le sens que les individus donnent à leur déplacement dans l'espace et au choix qu'ils effectuent pour s'approvisionner. Et donc cette carte illustre notamment les pratiques de Christine, dont les pratiques d'approvisionnement alimentaire sont principalement guidées par une logique efficace. Et donc, en regroupant la quasi-totalité de ses courses dans une seule boucle de déplacement hebdomadaire, elle minimise le temps qu'elle consacre à cette activité. Et au final, les termes et arguments qui sont employés dans les logiques budgétaires, efficaces, d'évitement,
mettent en évidence un paysage alimentaire contraint, quand ceux employés dans une logique relationnelle et récréative rendent compte d'un paysage choisi. Et ces résultats suggèrent ainsi que les relations entre paysage alimentaire et pratiques d'approvisionnement diffèrent selon des combinaisons de logique propres à chacun. Et sur la base de ce matériau qualitatif, j'ai pu élaborer des variables qui m'ont paru pertinentes pour caractériser les pratiques spatiales d'approvisionnement des ménages à partir de l'enquête quantitative. Et donc, à partir de ces variables, j'ai construit une typologie par des méthodes de clustering qui m'a permis d'identifier 3 profils de pratiques spatiales d'approvisionnement. Et mes analyses montrent alors des associations entre le profil des pratiques des ménages et l'environnement alimentaire auquel ils sont exposés dans leur quotidien, avec notamment des ménages du profil grosses courses en hypermarché, que j'ai appelé donc grosses courses en hypermarché, qui sont exposés à de faibles nombres et une faible diversité de commerces alimentaires, quand ceux du budget élevé pour courses diversifiées sont exposés à un environnement alimentaire particulièrement riche. Alors ces profils, ils sont aussi associés à différentes caractéristiques socio-économiques et notamment au niveau de diplôme des habitants et à des caractéristiques liées à leur mobilité. Et enfin, si l'on regarde plus exactement la géographie de ces profils, un seul se distingue clairement, à savoir le profil que j'ai appelé budget serré et déplacement dédié, qui est caractéristique et qui est principalement le fait de ménages habitant l'urbain dense. Et donc, alors que finalement on observe une incitation à façonner des environnements alimentaires favorables à la santé, cette thèse avait pour objectif d'interroger le rôle des paysages alimentaires dans l'accès à l'alimentation des ménages. Et donc mes recherches réalisées à Montpellier mettent en évidence différents secteurs de la ville et de la métropole où la domination des fast-foods sur l'offre alimentaire soulève des questions de santé publique. Et ceci est d'autant plus important que cette thèse montre aussi différentes associations statistiques entre pratiques spatiales d'approvisionnement et environnement alimentaire d'exposition. Pour autant, l'analyse compréhensive des pratiques des ménages nous montre que les paysages alimentaires n'ont pas de caractère intrinsèquement contraignant, mais que ce caractère dépend des combinaisons de logique des ménages. Et donc, face à la transition écologique nécessaire aujourd'hui pour les systèmes alimentaires, éclairer les conditions de réalisation d'une transition qui soit à la fois juste et inclusive constitue un défi pour la recherche. Et cette thèse contribue à répondre à ce défi en tirant quelques enseignements opérationnels pour l'action publique. D'une part, en montrant qu'intégrer la question alimentaire dans l'aménagement nécessite un travail intersectoriel entre notamment urbanisme commercial, politique de transport et politique de santé. Et d'autre part, je propose dans cette thèse des outils simples qui peuvent être mobilisés par les acteurs publics, notamment dans le cadre de dispositifs de concertation ou encore de suivi de projets alimentaires territoriaux. Alors aujourd'hui, suite à cette thèse, j'ai continué toujours sur cette question des paysages alimentaires à l'Université de Liège en post-doctorat, en travaillant sur le caractère dynamique de l'offre commerciale alimentaire. Et aujourd'hui, je suis revenu en France et plus précisément à Montpellier et je travaille sur la gouvernance alimentaire territoriale dans la région Occitanie, dans l'idée par la suite de continuer toujours sur cette thématique et d'intégrer plus en amont, donc comprendre plus en avant comment prendre en compte cette question de l'accessibilité à l'alimentation dans l'aménagement de nos territoires. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Simon. Et donc après le droit, la géographie, nous passons à la socio-économie pour comprendre la faible consommation de légumes secs chez les consommateurs non végétariens. Bonjour à tous, merci beaucoup pour être là aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter mes travaux de thèse. Donc, c'est une thèse financée par l'Institut Carnot-Calimont et encadrée par professeur Gaël Arbisenet et docteur Stéphanie Chambaron. Donc, qu'est-ce que c'est les légumes secs, aussi appelés les légumineuses à graines? Donc, c'est des graines de légumineuses récoltées à maturité, faciles à conserver de façon naturelle et dédiées pour la consommation humaine. Donc, ces légumes secs ont différents atouts. D'un point de vue nutritionnel, ils sont riches en protéines, glucides, fibres et aussi micronutriments importants comme le fer. Et aussi, ils sont pauvres en lipides et ont un index glycémique bas. D'un point de vue de santé, donc dans les dernières études, il a été démontré qu'une consommation régulière de légumes secs peut diminuer les risques de maladies coronariennes et de diabète type 2.
et aussi peut avoir un effet positif sur le poids grâce à son effet rassasiant. D'un point de vue environnemental, donc on sait que les légumineuses et les légumes secs ont une capacité naturelle de fixer l'azote et donc d'augmenter la fertilité des sols. Et sa culture a une empreinte carbone faible et ces différents facteurs permettent d'augmenter et de maintenir la diversité des agrosystèmes. Malgré ces différents atouts des légumes secs, donc la consommation elle reste très variée. Donc, par exemple, en moyenne, en 2016, cette consommation était autour de 7 kg par personne par an. Dans l'Union européenne, donc, on descend à 3 kg. Et en France, en 1920, cette consommation était autour de 7 kg par personne par an. Mais cette consommation elle a descendu dans les dernières décennies pour arriver à 1,7 kg en 2016. Et dans la dernière chiffre, on a que cette consommation reste autour de 2 kg. Donc, les institutions nationales ont dit que cette consommation est insuffisante. Et donc, dans les nouvelles recommandations, la consommation de légumes secs devrait être augmentée à une portion de 100 grammes à moins 2 fois par semaine, ce qui représente environ plus de 10 kg par personne par an. Donc, on voit qu'on est loin d'atteindre ces 10 kg. J'ai eu l'intérêt dans cette thèse de comprendre pourquoi les Français consomment-ils aussi peu de légumes secs. Pour répondre à cette question, donc, nous avons mené différentes études. Donc, 4 études avec plus de 400 consommateurs français, adultes, non végétariens, et une étude aussi avec des professionnels de la filière des légumes secs en France. Donc, avec les différents participants dans nos études, on a utilisé différentes méthodologies. On a utilisé des stimuli des légumes secs, soit des mots, soit des images. Donc, les participants, ils percevaient ces différents stimuli dans 2 étapes, d'abord avec les sensations, et après, donc, ils organisaient et interprétaient ces différents stimuli. Avec ces stimuli, on a pu mesurer différents facteurs et variables. Donc, d'un point, donc, on a pu comprendre les comportements automatiques du regard, le comportement visuel. Aussi, on a pu comprendre les représentations mentales, les attitudes, les croyances et les connaissances. Tout ça, on l'a étudié dans des différents contextes qui nous ont permis de voir les choix de légumes secs ou quand il n'y avait pas de choix de légumes secs. Donc, à la fin de la thèse, on a pu comprendre quelles étaient les barrières principales au choix de légumes secs et en même temps proposer des différentes opportunités et stratégies pour augmenter ce choix en France. Donc maintenant, je vais vous présenter les barrières principales et les stratégies que nous avons pu identifier pendant ce travail. Donc, nous avons identifié 3 barrières à la consommation de légumes secs principalement. Donc, la première, c'est un attachement à la viande qui vient à une place centrale de ces produits dans les assiettes des Françaises. Aussi, il y a des motivations intrinsiques à manger de la viande, donc ça va être plutôt pour se faire plaisir, contrairement aux légumes secs, que ça va être plutôt pour, par exemple, les bienfaits de l'environnement. D'une autre part, on a vu un paradoxe sur le niveau de transformation des produits à base de légumes secs. Donc, d'un côté, pour les participants, une barrière principale, c'est la difficulté de préparation des légumes secs bruts. Mais en même temps, ils ont une image négative des produits qui sont déjà prêts à consommer. Et ensuite, on a pu observer une faible attention visuelle envers ces produits dans un supermarché. Troisièmement, la troisième barrière, c'est qu'on a pu observer que les participants, ils ont des connaissances, ils ont des attitudes positives, mais quand même, les choix restent très faibles. Et pour expliquer cela, donc, on a pu se rendre compte que la représentation sociale envers les légumes secs, ce n'est pas très clair, qu'il y a une faible association entre les légumes secs et les féculents, que les légumes secs sont considérés comme étant des produits que pour les végétariens, et qu'il y a un manque important de connaissances pratiques pour ces participants. Donc, pour chacune de ces barrières, donc, on a développé différentes stratégies et opportunités que je vais vous présenter. Donc, la première opportunité et stratégie, c'est placer les goûts au centre du développement des produits, mais aussi de la communication. Ensuite, il serait important d'avoir des procédés innovants avec de nouveaux produits qui vont dépasser les limites à la préparation et qui vont surmonter l'image négative des produits prêts à manger. Troisièmement, donner plus d'informations pour soutenir un changement dans les représentations mentales.
Afin d'accomplir ces différentes stratégies, il serait nécessaire de travailler avec l'ensemble des acteurs, donc les industries, les autorités nationales, la recherche, et aussi des autres acteurs comme par exemple la restauration hors foyer. D'un point de vue des recherches, donc, on a pu aussi identifier quelques pistes pour des futurs travaux. Donc, par exemple, étudier les contextes sociaux comme étant un pilier pour augmenter les choix des légumes secs. Donc, maintenant, je vais rentrer pour chacun de ces opportunités. Donc, pour la première, on pense que ça serait très important de lier les plaisirs à la consommation de légumes secs. Par exemple, avec une journée de légumes secs pour tous, et donc transmettre ce message que ça c'est des produits pour tous et pas seulement pour les végétariens. Aussi proposer de nouveaux plats dans les restaurants ou les cantines à base de légumes secs. Ensuite, pour la deuxième stratégie, donc c'est plutôt sur les procédés. Donc, on a pu observer que la lentille, il y a une place très privilégiée en France, et donc on pourrait utiliser cette place de la lentille pour introduire des autres variétés de légumes secs. En même temps, ça serait intéressant de développer des procédés industriels pour réduire le temps de trempage, par exemple, avec plus de produits qui, par exemple, congelés, qui sont déjà trempés et que simplement il faut cuisiner ensuite. Et dans le même sens, ça serait intéressant d'avoir des produits végétaux qui vont combiner les légumes secs et les féculents d'un point de vue nutritionnel, c'est très important. Et l'idée, c'est que ces nouveaux produits ils vont être faciles à préparer, à consommer, mais toujours en gardant que ce ne soient pas des produits ultra transformés qui pourraient être jugés comme mauvais pour la santé. Pour la troisième stratégie, donc, on s'est rendu compte que les consommateurs ils ont besoin de plus d'informations précises. Et, par exemple, quels sont les avantages d'associer les légumes secs aux féculents. Et aussi, de notre point de vue, définir quel terme on va utiliser pour nommer ces produits. Est-ce que ça va être légumes secs ou légumineuses? Et en même temps, développer des connaissances plus pratiques, comme par exemple comment acheter, comment stocker, les savoir-faire, comment cuisiner. D'un point de vue des recherches, donc, on pourrait combiner différents contextes sociaux avec une stratégie de nudging, comme par exemple à la cantine, donc on pourrait donner comme l'option par défaut l'option avec légumineuses. Au restaurant, on pourrait mettre les plats à base de légumes secs en haut ou en bas du menu pour que ça soit plus visuel pour les participants. Dans les supermarchés, on pourrait utiliser des normes sociales pour attirer l'attention des participants ou mettre des notes visuelles dans les points de vente ou sur les rayons. On a aussi pu se rendre compte que ça serait intéressant d'investiguer les décalages entre ces attitudes positives qui déclarent les participants et les choix qu'ils font, comme par exemple en étudiant les comportements visuels dans des moments de choix dans ces différents contextes sociaux. Maintenant, mon positionnement actuel. Donc, après ma thèse, je commence un postdoc que je viens de finir. C'est un projet en collaboration avec l'interprofession des protéines végétales France, Terre Univia et UNRAE. Et donc ici, dans cette postdoc, on s'est focalisé sur l'importance de la perception sensorielle, les connaissances et les croyances des consommateurs autour de ces nouveaux produits à base de légumineuses. Et donc très prochainement, je vais commencer une nouvelle aventure chez Bonduelle, dans le département de recherche et développement sur la transition alimentaire et comment augmenter la part des végétaux dans les assiettes des Français. Et donc, pour mon futur, j'aimerais bien devenir enseignante-chercheuse. Donc, je remercie à tout le monde pour votre attention, à mes encadrantes et ma famille qui est là aujourd'hui. Et je remercie vivement à l'Académie pour avoir félicité mon travail. Merci beaucoup. Bien, je vais demander à Benjamin Clémenceau et à Simon Vautron de venir nous rejoindre pour un débat général autour de ces trois thèses et sans oublier Manon vis-à-vis de laquelle quelques questions subsistent aussi. Jean-Louis, tu veux intervenir? Jean-Louis Rastoin, grand expert des systèmes alimentaires. Félicitations à Manon. Merci. Bon, ma question porte sur l'évaluation des performances, qui m'a beaucoup intéressé. Je crois que c'est un champ de recherche capital pour passer ce qu'on appelle l'ancien monde intensif agro-industriel
au nouveau monde qui sera plutôt agroécologique. Et j'ai été un peu surpris dans les évaluations, si j'ai bien compris, qu'il y ait un parallélisme entre la performance en termes de rendement et la performance en termes de marge brute. Or, on sait très bien à travers les études des centres de comptabilité agricole que les exploitations qui sont en bio, évidemment dépensent beaucoup moins d'intrants, ont des rendements inférieurs, mais au total, quand on calcule la marge brute, elle s'avère supérieure et plus stable dans le temps, hein, comme ça a été bien indiqué, supérieure à celle des modèles intensifs. Donc je voulais avoir une précision là-dessus sur cette homothétie entre marge brute et rendement. Et je pense que ce qui intéresse les agriculteurs, évidemment, c'est la marge brute, c'est pas le rendement. Alors oui, tout à fait. Donc là, on n'avait que 3 systèmes en bio. Donc déjà, c'est pour ça que peut-être qu'il n'y a pas cet effet de compromis qui est observé dans les résultats. Après, ça dépend aussi des coûts, en fait. Donc les systèmes en bio, s'ils achètent leur fertilisation organique ou s'ils la récupèrent parce que c'est des systèmes en polyculture élevage et du coup, ils l'ont gratuitement, on va dire. Donc là, on a considéré que tout le monde, tous ceux qui sollicitaient de la fertilisation organique, l'achetaient pour une question d'équité, de comparaison entre les systèmes. Sauf qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas, étant donné qu'il y avait des systèmes en polyculture élevage qui transféraient directement les effluents de leurs élevages de cochons et de poules sur les champs. Et après, donc sur la question de la marge brute, je suis d'accord que ce qui intéresse les agriculteurs, c'est la marge brute. D'ailleurs, quand j'ai fait la restitution des résultats de la thèse, c'était ça qui était discuté. Ce qui les intéresse, ce qui était intéressant dans les restitutions, c'était c'est pas uniquement le niveau de marge brute qui nous intéresse, c'est aussi la stabilité, parce que moi j'ai des charges fixes que je dois payer tous les mois et tous les ans, que ce soit des bonnes ou des mauvaises années. Et par contre, le rendement, il intéresse les filières, en fait. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a conservé cet indicateur de performance. Oui, mais, merci Manon. Oui, le président Hervé veut ajouter un mot à votre attention, Manon. Oui, à l'attention de Manon, j'ai beaucoup apprécié votre présentation et j'ai beaucoup apprécié la dernière intervention de Jean-Louis. Je pense que le mot rendement devrait être banni de notre vocabulaire, tout simplement. Parce qu'un rendement, ça n'a pas de dimension. Ça n'a pas de dimension. C'est un rapport entre 2 énergies utilisées dans un mécanisme. D'abord. Or, le rendement que nous utilisons habituellement, c'est admis, c'est une notion que nous utilisons tous comme ça, en tonnes par hectare ou en kilos par mètre carré. Ça n'a pas de sens, ça n'est pas un rendement, c'est une production unitaire. Merci Jean-Jacques de cette précision affirmée avec beaucoup de détermination. Donc nous retiendrons la leçon si jamais nous ne l'avions pas apprise. Et je passe. Donc, François, tu voulais prendre la parole. Si tu veux bien t'avancer, François Collard-du-Tilleul, sur les questions d'alimentation et sûrement de droit. Peut-être un peu, merci Bertrand. J'aurais une question évidemment pour Benjamin Clémenceau, pour lequel je renouvelle des félicitations que j'ai déjà eu l'occasion de lui accorder grâce à son directeur de thèse qui m'a fait l'honneur de m'inviter à son jury de thèse. Et ma question c'est le lien ou l'absence de lien entre le droit à l'alimentation et la question agricole, l'agriculture. Et si je pose cette question, c'est parce qu'aujourd'hui, j'accueille dans l'Académie 2 Argentins, dont le directeur national de l'agroécologie pour l'Argentine, auprès du ministre de l'Agriculture, et qui est agronome, qui est ingénieur agronome, et son assistant qui, lui, est juriste. Et si je pose cette question, c'est parce qu'en Argentine, le droit à l'alimentation fait partie de la définition légale de l'agroécologie. Il y a une loi très complète sur l'agroécologie dans laquelle on trouve l'accès à l'alimentation pour tous. Et donc pour ce pays, c'est l'agroécologie qui constitue la voie
principal de solution pour le droit à l'alimentation. Et dans votre présentation, le lien que vous faites entre le droit à l'alimentation et l'agriculture, vous le faites avec les organismes génétiquement modifiés qui, précisément, en Argentine, sont en opposition à cette nouvelle approche qui est l'approche agroécologique. Parce qu'en Argentine, il y a un réseau de collectivités qui crée une zone d'agroécologie pour écarter les organismes, enfin le soja génétiquement modifié, et donc avoir là des productions maraîchères, des productions pour l'alimentation des villes. Donc c'est une conception complètement différente, et j'en profite pour présenter à cette assemblée, au secrétaire perpétuel, au président, à la vice-présidente, Eduardo Cerda, qui est le directeur national, et Juan Ignacio Pereira, qui est le juriste de cette direction nationale, qui nous font l'honneur d'une visite aujourd'hui. Mais donc, ma question, c'est, j'ai l'impression qu'en France et en Argentine, on voit les choses de manière complètement différente. Merci François. J'ajoute une question à celle de François Collard du Tilleul sur ce droit à l'alimentation. Est-ce que, question double. La première, finalement, j'ai été très intéressé dans votre thèse sur l'articulation que vous faites entre le droit de l'alimentation, le droit à l'alimentation, ça c'est très très important. Ne faut-il pas encore aller plus loin et finalement, pour être plus clair et plus compréhensible, parler du droit de l'accès à l'alimentation, le droit d'un accès à l'alimentation? Bon, ça c'est une première question de quelqu'un qui n'est pas juriste, qui n'est que sociologue. La deuxième question, mais qui est donc sensible aux représentations que l'on se fait et à la réception du message. Et la deuxième question, elle concerne comment dirais-je, le cadrage de ce droit dans les autres droits, question que vous abordez longuement et avec beaucoup de précision. Mais finalement, vous parlez, et dans votre présentation, je l'ai noté, vous n'avez pas parlé du droit rural. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de s'intéresser au droit à l'alimentation sans s'interroger, et la question de François Collard du Tilleul est en plein dans cette question, est-ce que ce n'est pas dans le corpus du droit rural, qui est quand même d'une richesse infinie, et qui est, alors nous sommes en plus dans un lieu où nous avons la prétention d'articuler l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Donc voilà ma question. Et merci d'avance d'y répondre. Je vous remercie pour vos questions. Alors, je vais essayer de procéder dans l'ordre. Alors, s'agissant de M. Collard du Tilleul, d'ailleurs, je commence par vous remercier pour votre présence. Et donc, pour vous répondre à votre question, je trouve que la vision, l'acception argentine du droit à l'alimentation est fort louable, mais elle est, à mon sens, minimaliste, en ce que le droit à l'alimentation, bien que moins dense que le droit de l'alimentation, reste relativement riche et pluridisciplinaire, puisque lorsqu'il est réalisé, le droit à l'alimentation suppose un accès permanent des populations à une alimentation qui soit saine et en quantité suffisante et qui, de surcroît, soit acceptable au plan culturel. Donc, n'associer ce droit qu'à la lutte contre les OGM utilisés à mauvais escient ou pour promouvoir l'agroécologie, à mon sens, c'est louable, c'est défendable, je l'entends, mais c'est insuffisant. Je pense notamment à la question de l'accessibilité aux denrées alimentaires, avec la loi adoptée en 2015 puis promulguée en 2016 chez nous contre le gaspillage alimentaire, qui, elle, vise un autre pan du droit à l'alimentation et qui ne vise en réalité qu'à la rendre accessible. Nous sommes d'ailleurs les premiers au monde à l'avoir adopté, cette loi contre le gaspillage alimentaire, les Tchèques nous ayant dans la foulée imité. Toujours est-il que nous sommes à travers le monde les premiers à l'avoir adopté en 2015. Donc c'est un droit qui est très dense, très pluridisciplinaire, alors certainement moins que le droit de l'alimentation, je m'évertue d'ailleurs à le démontrer dans le cadre de ma thèse. Toujours est-il qu'il répond à différentes logiques et qu'il ne s'associe pas, qu'il n'est pas uniquement lié à l'agriculture. Vous parliez d'un droit d'un accès permanent au droit à l'alimentation qui correspond lui aussi à une logique pluridisciplinaire qui recoupe d'autres pans en réalité.
Donc ça, j'essaye de le démontrer dans le cadre de ma thèse. C'est vraiment un droit qui n'est satisfait que lorsque l'ensemble de ces pans est consacré, le plus souvent par les parlements nationaux, par certaines constitutions nationales, et qu'il est par la suite invocable en justice. Donc c'est un droit qui, en réalité, mérite plusieurs efforts, et le pas qu'on a entamé, nous, en 2015 en France, est insuffisant. Il faudrait l'adoption, non pas d'une loi sectorielle, mais d'une loi cadre, qui permettrait de couvrir tous les pans que couvre, lorsqu'il est réalisé, bien sûr, ce droit. Mais en tout cas, on est avant-gardiste en termes de défense et de promotion du droit à l'alimentation. De l'un de ces pans, tout du moins, puisque réprimer les grandes surfaces dès lors qu'elles jettent leurs invendus plutôt que de les distribuer aux associations de charité et caritatives, c'est déjà un pas en avant en termes d'accessibilité et de lutte contre le gaspillage. Mais c'est insuffisant. Donc il faut également penser à rendre l'alimentation systématiquement acceptable au plan culturel, si on veut vraiment réaliser ce droit à tous ces égards. Enfin, sous toutes ces acceptions, il faut également penser à l'acceptabilité au plan culturel de l'accès à l'alimentation par les populations. Donc ce n'est pas en distribuant les invendus qu'on respecte nécessairement cet aspect-là du droit à l'alimentation. Et pour ce qui est des OGM, j'y suis à titre personnel tout à fait favorable, à la condition en particulier qu'elles permettent l'accroissement des productions au plan local, que ça ne serve pas qu'à l'exportation, que ça bénéficie en premier lieu et en priorité aux populations locales, et que ça respecte, au plan culturel toujours, l'accès à l'alimentation des populations, leurs traditions, leurs coutumes, leurs usages alimentaires, que ça ne perturbe pas au plan culturel ce versant du droit à l'alimentation. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Est-ce que... permettre... Pardon, parce que Colline Perrin était avec nous, mais c'était pour poser une question peut-être? Non, non, d'accord, ok. Pardon. Bon, c'est une question. Est annoncée par le président de la République une future loi de l'orientation. Alors, loi d'orientation, on a un ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Est-ce que l'accès à l'alimentation, le droit à l'alimentation, il pourrait y être inséré, même si ce n'est pas une loi cadre? Écoutez, bien évidemment, il faudrait associer à l'élaboration de cette loi par notre Parlement le ministère et ses différents agents, étant spécialisés, mais d'autres ministères pourraient être... bien évidemment associé au projet de rédaction de ce texte, qui, je l'espère, aboutira, verra le jour, et qui, je l'espère, sera à l'initiative du Parlement. Donc il s'agira davantage d'une proposition que d'un projet de loi. Je trouve que ça sera plus démocratique, moins unilatéral, et ça permettrait, enfin, je l'espère, d'associer la société civile, autrement dit les citoyens, à l'élaboration de la rédaction de ce texte, en multipliant idéalement les comités de suivi, et il faut absolument assortir le projet d'enquête et d'évaluation périodique, ce qui me semble absolument fondamental. Il faut associer les citoyens, la société civile à l'élaboration de ce genre de textes qui sont absolument déjà nécessaires et attendus, et d'autre part universel, en ce qui intéresse le droit à l'alimentation, absolument tous les êtres humains. Donc déjà que ça émane du Parlement et que la société civile y soit le plus possible associée. Merci, merci Benjamin. D'autres questions sur les deux autres thèses qui sont proposées? Jean-Louis Rastoin, Institut Agro-Montpellier, Académie d'agriculture. Je vais revenir sur la question du droit à l'alimentation. Je pense que, et suite à la question de Bertrand d'ailleurs, il y a lieu de rapprocher ça sur la notion de sécurité alimentaire. Puisque la sécurité alimentaire, c'est l'accès à une alimentation saine, etc., respectant les traditions culturelles. Et donc je me demande si, dans ce futur projet de loi, qui j'espère aura plus comment dirais-je, d'impact que la loi précédente Egalim, qui a été quelque chose, disons, un peu décevant. J'espère que cette question du droit à l'alimentation sera mise, justement,
dans un contexte de sécurité alimentaire pour tous. C'est effectivement un contexte qui le permet. Oui, Chantal. Oui, j'avais une question sur la géographie alimentaire. Voilà. Ma question elle est très concrète en fait. Dans les PLU, PLUI, eh bien, la question alimentaire, elle est absente complètement. On voit l'artificialisation, l'agriculture un petit peu, mais cette question n'est... Et je pense que des propositions dans ce genre-là seraient très intéressantes et constructives. Alors, je le dis parce que je suis membre de l'autorité régionale bretonne et voilà, je fais ce constat malheureux. Oui, alors deux apports à la question de Chantal. Est-ce que les projets alimentaires territoriaux commencent à avoir précisément un impact sur cette géographie et cette cartographie locale qui a beaucoup d'importance dans la gestion des collectivités, notamment des intercoms? Et deuxièmement, une question en amont. Vous n'avez pas fait allusion dans votre travail à cette grande école de géographie rurale qu'a développée Frémont autour de l'espace vécu. Et comment ce concept d'espace vécu, qui a été quand même beaucoup employé ensuite par les géographes, me semble-t-il, s'applique assez bien à cette géographie de l'accès à l'alimentation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que c'est dépassé ou est-ce qu'il faut le revisiter? Alors, je vais répondre directement à cette question parce qu'effectivement, ce que j'ai appelé la dimension vécue finalement de mon paysage alimentaire est clairement inspiré de cette école-là. Donc, je m'intéresse beaucoup, moi, le vécu, je rentre par la pratique, mais finalement, c'est effectivement dans la lignée de ce courant de pensée que s'inscrit tout ce travail-là. Pour la question des politiques alimentaires territoriales, donc des PLU, PLUI et des PAT, effectivement, aujourd'hui, la question alimentaire n'est pas abordée, à mon sens, dans l'élaboration ou le renouvellement des PLU, PLUI, mais elle a une importance cruciale. Enfin, on le voit, nous, à Montpellier, et on a commencé à le discuter, alors dans le cadre de ce projet-là, mais aussi des échanges qu'on a régulièrement avec la métropole de Montpellier, notamment avec l'agence d'aménagement de la métropole sur... on est allé les voir pour essayer de discuter un peu avec eux sur finalement, est-ce que ça avait un sens pour eux, déjà de parler d'alimentation, tout court, et ce qu'ils pouvaient faire. Et effectivement, la question qui se pose, c'est par exemple sur l'élaboration d'une ZAC, c'est d'abord l'équilibre financier de la ZAC avant même de réfléchir à quel type de commerce exactement on va pouvoir installer, parce qu'on sait bien qu'un boucher ne paiera pas le même loyer qu'une assurance qui pourra s'installer dans ce même quartier. Et donc ça, l'équilibre financier dans le cadre de l'aménagement d'un quartier, par exemple, est fondamental. Pour ce qui est des PAT, de la modification que ça peut avoir sur cette géographie en termes d'accès à l'alimentation, je dirais qu'aujourd'hui, les PAT sont quand même très fortement concentrés sur deux axes. Alors, il y a une grande diversité des PAT, surtout qu'aujourd'hui, on voit émerger des PAT départementaux, ce qui renouvelle aussi les axes, les entrées des PAT, parce qu'on a la dimension sociale qui devient vraiment prégnante dans ces PAT départementaux, du fait des compétences des conseils départementaux. Mais les premiers PAT, notamment qu'ils soient communaux, intercommunaux, sont beaucoup focalisés sur leurs compétences qui sont principales, qui vont être donc les cantines scolaires. Donc finalement, là, on n'a pas une modification de la géographie de l'accès, mais effectivement, par contre, on a un accès qui peut être modifié selon la politique communale, intercommunale, sur notamment une tarification solidaire qui peut être réfléchie dans le cadre de ces PAT. Et le deuxième axe fort, c'est l'installation d'agriculteurs en mobilisant du foncier public. Donc là, on a une modification peut-être de la géographie agricole de ces territoires, avec notamment l'installation de maraîchers qui vont peut-être avoir des pratiques plus alternatives que le système agricole dominant des territoires. Mais au niveau commercial, en dehors de quelques actions, on va dire ponctuelles, sur du soutien à des épiceries solidaires ou
peut-être de l'appui sur certains commerces. On est vraiment sur de l'appui ponctuel, donc je ne considère pas, en tout cas à mon sens, qu'on a une modification de l'accès dans une dimension plus systémique sur un territoire. Et Juliana, est-ce que vous pouvez nous dire si à la fois l'industrie agroalimentaire et la grande distribution manifestent un certain volontarisme sur cette distribution et consommation des légumes secs? Oui, donc pour la part des professionnels de l'industrie et des légumes secs en France, ils sont très envie de promouvoir les légumes secs et donc d'augmenter la consommation. Mais c'est vrai qu'il reste un frein important que c'est la distribution, où on voit dans les supermarchés actuellement qu'il y a un éparpillement des légumes secs un peu partout. Et c'est vrai que négocier où localiser ce produit, ça reste toujours une question à aborder qui n'est pas facile et que, par exemple, maintenant qu'on travaille avec l'interprofession, même pour eux, c'est pas facile d'aborder cette thématique avec ces professionnels. Mais toute la partie en amont et en aval de la filière, ils sont très prenantes et on a eu l'opportunité de montrer tous les résultats de la thèse aussi. Et avec ça, ils pourront faire des communications et adapter leur stratégie aussi. Et dans la restauration collective, est-ce que les nutritionnistes font une place importante à ces légumes secs, notamment dans les cantines, dans les hôpitaux? Et bon, dans les cantines, donc actuellement, dans les laboratoires CSGA à Dijon, donc il y a un projet mené par un de mes collègues qui travaille sur la place des légumineuses dans les cantines avec les étudiantes. Et donc, il y a des choses qui sont commencées à faire petit à petit. Mais pour le moment, à l'hôpital, je n'ai pas encore entendu trop de projets, mais je pense que ça serait une piste pour développer ces produits et des plats à base de ces produits pour cette population. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien, écoutez, merci à vous tous. Merci d'avoir respecté vos temps d'intervention et d'avoir soigné à ce point vos présentations qui ont permis de vous suivre dans un spectre disciplinaire quand même d'une très très grande variété. Donc vous nous avez secoué les neurones, ce qui est évidemment un très grand privilège. Et de cela, on vous remercie beaucoup. C'est pour nous extrêmement important, cela a été dit en introduction, de voir quels sont aujourd'hui les fronts de recherche qui avancent et les grandes questions de recherche qui motivent la nouvelle génération. Anne-Marie. Anne-Marie. Oui, juste un petit mot final. Je vous avais promis une belle matinée de sciences qui, je crois qu'on a été vraiment comblés. Et ça reflète bien effectivement la grande diversité des centres d'intérêt des 10 sections de l'Académie. Bon, je voulais encore bien sûr féliciter nos jeunes récipiendaires qui nous ont fait des présentations absolument magnifiques et qui nous ont emmenés très très loin de nos compétences initiales, peut-être les uns les autres. Mais enfin, franchement, c'était absolument magnifique. Merci aussi aux académiciens référents qui ont réalisé toutes les analyses de thèse. Parce que je vous rappelle que là, on a sélectionné 10 dossiers. Mais sur le site, et ça il faut aller le voir, on a une soixantaine de thèses qui sont recrutées par paire d'années académiques, donc c'est énorme. Il faut faire un choix absolument drastique et je crois qu'on a pas trop mal réussi pour encore cette fois. Et c'est toujours un choix très difficile, mais ça reflète bien effectivement la diversité des choix du travail qui se fait à l'Académie. Et puis, enfin, moi, je voulais bien sûr remercier toute l'équipe de permanents qui a assuré cette matinée d'une manière absolument remarquable. On n'a eu aucun couac, même sur les jeunes qui étaient à l'étranger, c'était parfait. Et puis, enfin, bien sûr, un magnifique merci à mon ami Bertrand Hervieux qui a assuré un parfait maître des horloges et qui nous permet de rentrer tout à fait dans le temps. On devait terminer en discussion générale à 12h30 et il est 12h24. Donc, c'est quand même exceptionnel sur une matinée aussi dense, aussi variée. Voilà, donc on va pouvoir passer la parole à notre ami Michel Drault pour présenter le prix de la Société française de biologie végétale. Avec un grand plaisir, on lui laisse la parole. Et encore merci à tous et bravo. J'aurais vraiment voulu être là, mais je me vengerai, je reviendrai. Voilà.
Merci. Merci Anne-Marie, tu fais un travail fabuleux, on le sait tous, donc encore bravo. Donc il se trouve que depuis plusieurs années, l'Académie d'agriculture et la Société française de biologie végétale ont pris l'initiative de distribuer ensemble un prix. Et donc les projets de thèse sont soumis à la fois à un jury propre à l'Académie et un jury propre à la Société française de biologie végétale, dont le président est devant moi, donc Jérémy Lottier. Donc cette année, on a fait comme les années précédentes. Donc on a reçu un certain nombre de thèses, on les a regardées, toutes excellentes. Et donc le récipiendaire est devant moi, et donc il va s'approcher donc de nous pour nous présenter donc son travail de thèse. Il s'appelle Kevin Robb. Et donc Kevin, je te laisse présenter ton travail, suite à quoi Dominique Job, qui l'a regardé en détail, moi également et d'autres bien sûr, mais Dominique fera un petit commentaire. À toi Kevin. Donc, bonjour à tous et toutes. C'est un plaisir de vous présenter ma thèse aujourd'hui. Merci donc à l'Académie et à la CFBV pour me donner l'occasion de présenter mes travaux, donc, qui ont porté sur la localisation, la dynamique et le rôle des coumarines. Attendez, je mets juste le pointeur. Donc la localisation, la dynamique et le rôle des coumarines dans la nutrition en fer chez la plante modèle Arabidopsis thaliana. Je vais commencer tout d'abord par une petite introduction sur l'importance du fer pour les plantes et les coumarines, avant de vous présenter les résultats de mes travaux. Donc il faut savoir que le fer est le 4e élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Mais malgré cette abondance dans le sol, de nombreuses plantes souffrent de carences en fer, car le fer est très peu disponible pour les plantes. Et donc, le symptôme typique de la carence en fer se traduit par une chlorose internervaire. Vous voyez ici les symptômes typiques sur un pêcher avec des feuilles jaunies et des nervures qui restent vertes. Pour les cultures aussi, on a également des baisses, donc pas de rendement. Je reprends vos propos, des baisses de production agricole. Donc, par exemple, ici... Vous avez ici une variété de soja qui est donc sensible à la carence en fer. Et il faut savoir qu'à l'échelle de la planète, donc un tiers des surfaces cultivées se trouvent dans des sols alcalins où la carence en fer est particulièrement présente. Et donc il y a plusieurs années de ça, donc, des chercheurs ont remarqué que lorsqu'on cultivait des plantes en conditions de carence en fer, celles-ci sécrétaient dans le milieu de culture des composés fluorescents. Vous voyez ici la fluorescence du milieu en conditions de carence en fer comparée à la présence avec du fer. Et lorsqu'ils ont analysé ces composés, ils ont donc découvert la présence de nombreuses coumarines. Je vous ai mis ici les principales coumarines sécrétées par la plante modèle Arabidopsis en conditions de carence en fer. On a donc la scopolétine, l'esculétine, la fraxétine et la sidérétine. Et ce qui est très important pour la suite de la présentation, c'est de se souvenir que certaines de ces coumarines possèdent un groupement ici que j'ai surligné en orange. Et c'est ce groupement qui va permettre une interaction et une liaison avec les atomes de fer. Et donc l'importance de ces composés a été mise en évidence par cette expérience. Donc dans les deux cas, les chercheurs ont cultivé des plantes en hydroponie. Et dans l'une des cultures, donc, ils ont piégé les coumarines sécrétées avec un petit système ici. Et vous voyez l'apparition typique de symptômes de carence en fer. Ce qui indique donc que la sécrétion de ces coumarines dans le sol est cruciale pour l'acquisition du fer. Donc, depuis de nombreuses années, la biosynthèse de ces coumarines dans les plantes est bien comprise, également leur sécrétion dans le sol par un transporteur. Et comme je viens de vous montrer, l'importance de leur sécrétion a été montrée. Mais lorsque j'ai commencé ma thèse, de nombreux points n'étaient pas connus et très peu étudiés. Donc, j'ai donc décidé de me concentrer sur 2 points aujourd'hui que je vais vous présenter. Un premier objectif qui était de comprendre la localisation de ces composés dans la racine et leur dynamique de sécrétion. Et un deuxième objectif était de comprendre réellement comment les coumarines améliorent la nutrition en fer. Donc, je vais commencer par la première partie. Donc, concernant leur localisation dans la racine d'Arabidopsis, j'ai utilisé donc la fluorescence naturelle de ces composés pour les localiser. Donc, vous voyez dans la zone, donc dans l'apex de la racine et dans la zone d'élongation, ces composés ne s'accumulent pas chez les plantes sauvages. Donc ici, plantes sauvages avec l'abréviation wild type.
en conditions de présence en fer. Et vous voyez que ces molécules s'accumulent dans l'épiderme, le cortex et l'endoderme de la racine d'Arabidopsis. Lorsque l'on place ces mêmes plantes en conditions de carence en fer, on voit que le pattern d'accumulation est très similaire, à l'exception donc des trichoblastes, donc ici des poils absorbants, dans lesquels les coumarines ne s'accumulent plus, donc ce qui suggère que les coumarines ont été sécrétées par les poils absorbants en conditions de carence en fer. Et bien sûr, j'ai observé donc des mutants qui ne peuvent pas produire de coumarines, donc ici le mutant F6'H1, pour m'assurer que la fluorescence était bien due à la présence de coumarine. Donc cette absence de coumarine dans les poils absorbants était très intrigante pour moi, j'ai voulu comprendre ce phénomène. Donc pour ça, j'ai utilisé différents mutants d'Arabidopsis, donc un mutant qui s'appelle le mutant TTG1, vous voyez ici, qui produit énormément de poils absorbants comparé aux plantes sauvages, et un mutant CPC, donc, qui lui ne produit plus de poils absorbants comparé aux plantes sauvages. Lorsque vous regardez donc les coumarines, l'accumulation des coumarines, vous voyez que chez les plantes sauvages, toujours elles ne s'accumulent pas dans les trichoblastes, mais s'accumulent dans les atricoblastes. Et lorsqu'on regarde chez le mutant TTG1, qui produit donc beaucoup de poils absorbants, vous voyez qu'il n'y a plus aucune coumarine qui s'accumule au niveau de l'épiderme de ces racines, alors que le mutant CPC accumule de nombreuses coumarines dans l'épiderme de la racine. Donc, ce qui indique que les poils absorbants sont impliqués dans la sécrétion des coumarines. Et maintenant, une question que je voulais répondre, c'était quelles coumarines sont spécifiquement sécrétées par les poils absorbants? Est-ce que toutes les coumarines passent par les poils absorbants ou seulement certaines? Donc pour ça, j'ai analysé donc, les différentes coumarines par HPLC, donc c'est une méthode d'analyse, dans les plantes sauvages et les mutants. Comme vous voyez, la scopoline ici s'accumule très fortement dans le mutant CPC, donc qui ne produit pas de poils absorbants, ce qui indique que cette coumarine est spécifiquement sécrétée par les poils absorbants. Et lorsqu'on regarde deux autres coumarines chez Arabidopsis, que sont l'afraxine et l'esculine, vous voyez qu'elles ne s'accumulent pas ni dans le mutant TTG1, ni dans le mutant caprice comparé aux plantes sauvages. Donc ce qui indique que ces deux coumarines peuvent être à la fois sécrétées par les poils absorbants et les atricoblastes. Donc, afin d'aller plus loin encore dans la localisation des coumarines dans la racine, j'ai utilisé l'imagerie spectrale. C'est donc une technique qui va chercher à localiser des composés fluorescents en se basant sur le spectre d'émission de ces composés. Donc, avant de pouvoir localiser ces composés, il faut tout d'abord acquérir le spectre d'émission de chacune des coumarines pures. Donc, vous voyez ici le spectre d'émission de la scopoline, de l'esculine et de la fraxine. Vous voyez que bien que ces spectres soient très similaires, ils ont des différences, ils ont une signature spectrale propre, ce qui va permettre au logiciel de déconvolution de rechercher ces spectres d'émission dans l'image spectrale. Donc si on applique cette technique au cas des coumarines, vous voyez qu'en condition de présence en fer, les plantes sauvages n'accumulent que la scopoline dans toutes les cellules de l'épiderme, du cortex et de l'endoderme de la racine. Elles n'accumulent ni fraxine ni esculine. Et lorsque l'on place donc, ces plantes en condition de carence en fer et à pH alcalin, qui favorisent la production de fraxine, vous voyez que celle-ci s'accumule majoritairement au niveau du cortex. Concernant la scopoline, celle-ci n'est plus présente dans les trichoblastes car elle était sécrétée, comme je viens de vous montrer. Et on a un pattern d'accumulation similaire pour l'esculine. Donc, pour faire un petit résumé de cette première partie, j'ai pu montrer qu'en condition de carence en fer, la scopolétine était spécifiquement sécrétée par les poils absorbants et elle s'accumule dans les atricoblastes, le cortex et l'endoderme de la racine. La fraxine s'accumule essentiellement au niveau du cortex de la racine et est sécrétée par les poils absorbants et les atricoblastes. L'esculine s'accumule de manière similaire à la scopoline et est sécrétée également par les poils absorbants et les atricoblastes. Maintenant, concernant la deuxième partie de ma thèse qui visait à comprendre le rôle des coumarines dans la nutrition en fer. Donc, vous vous souvenez qu'en introduction, je vous ai montré que certaines coumarines avaient un groupement spécifique qui leur permettait d'interagir avec les atomes de fer. Donc, ce que j'ai cherché à faire tout d'abord, c'était de comprendre quel complexe pouvaient former les coumarines avec le fer. Donc ici, dans le cas de la fraxétine, j'ai analysé donc les complexes qu'elle pouvait former par spectrométrie de masse. Et vous pouvez voir que la fraxétine peut lier des atomes de fer 3+, avec des complexes contenant 2 fraxétines et un atome de fer 3, ou des complexes contenant 3 fraxétines et un atome de fer 3+. Et par différentes techniques, donc on a pu mettre en évidence que c'est ce complexe, donc contenant 3 fraxétines et un atome de fer, qui est le majoritaire en solution.
Et donc la question la plus importante à répondre pour comprendre réellement le rôle des coumarines, c'était de comprendre est-ce que les plantes sont capables de prélever les coumarines et plus largement de prélever les complexes de coumarines liés aux atomes de fer. Donc pour répondre à cette question, j'ai cultivé donc des plantes sauvages, des mutants qui ne produisent pas de coumarines et des plantes sauvages à proximité de ces mêmes mutants qui ne produisent pas de coumarines. Et j'ai analysé les coumarines dans les différentes expériences. Donc pour faire rapide, j'ai pu montrer que les mutants cultivés en proximité des plantes sauvages, donc qui sont ici, là et là, donc accumulent des coumarines. Donc ce qui indique que les coumarines peuvent être prélevées par les racines des plantes environnantes. Et donc maintenant, est-ce que les plantes peuvent être capables de prélever les coumarines qui sont liées au fer? Donc pour cela, j'ai utilisé donc un mutant, enfin plusieurs mutants, mais je vous présente ici un mutant, donc le mutant IRT1. C'est un mutant pour le transporteur, le principal transporteur de fer chez Arabidopsis. Donc comme vous voyez, le mutant est très chlorotique, donc a une grosse carence en fer, il est très petit et presque létal. Et donc lorsque l'on ajoute de la fraxétine à ce mutant, vous voyez que la plante reverdit et de nouveau a un phénotype proche de plantes sauvages. Et de manière intéressante, lorsqu'on mesure les éléments, donc essentiellement ici le fer, dans les racines et les feuilles de ce mutant en présence de fraxétine, vous voyez une grosse augmentation de la quantité de fer dans les racines et dans les feuilles. Donc ce qui indique que la plante a prélevé la fraxétine liée au fer. Donc en termes de conclusion, j'ai fait un petit schéma récapitulatif. Donc dans des sols calcaires ou alcalins, donc à OPH, les plantes vont sécréter des coumarines dans le sol via le transporteur PDR9. Celles-ci vont interagir avec le fer dans le sol et former des complexes avec celui-ci, qui vont être ensuite transportés dans la racine et dans la plante pour améliorer la nutrition en fer de celle-ci. Donc toutes ces expériences ont permis de mettre en évidence l'existence d'un nouveau mécanisme d'acquisition du fer chez Arabidopsis thaliana, et je pense qu'on peut également étendre à de nombreuses dicotylédones, car de nombreuses dicotylédones sécrètent des coumarines dans le sol. Voilà, donc je voudrais remercier vous tous pour votre attention, l'Académie, la SFBV, et tous les gens donc, qui m'ont aidé dans ma thèse, essentiellement donc, mes encadrants, Christian Dubo et Esther Isquiardo-Allègre. Et voilà, merci pour votre attention. J'ai eu le privilège de lire votre thèse et je voudrais vous féliciter à plusieurs titres. Bon, le premier, c'est l'intérêt du sujet. Bon, c'est évident que vous avez montré que on sait très bien que le fer est un élément indispensable pour la croissance des plantes. Bon, le deuxième aspect qui m'a vraiment étonné, c'est le nombre de techniques et d'approches que vous avez mis en œuvre. Ça ne se voit pas trop ici, mais pour obtenir ces résultats, vous avez utilisé la protéomique, la transcriptomique, la chromatographie à haute performance, l'imagerie spectrale, la spectrométrie de masse, et la biologie moléculaire, cellulaire, et j'en oublie certainement. Et ça, c'est vraiment à signaler, parce que, vu la durée des thèses, il faut quand même avoir le temps d'acquérir toutes ces techniques pour les maîtriser. Alors, en corollaire de ça, cette maîtrise des techniques, l'intérêt du sujet, la thèse a donné lieu à 5 publications dans des revues majeures. Pour les gens qui connaissent le sujet, donc c'est Plant Cell, c'est Trends in Plant Science, et donc, bon, ce sont des revues à très fort facteur d'impact, et donc ça, on doit vous en féliciter. Alors, le résultat de la thèse, c'est au moins 2 résultats majeurs. Vous en signalez un dans votre dernière diapositive, démontrer que le transport du fer ne passe pas par sa réduction, mais par un complexe entre coumarine et fer ferrique. Et le deuxième aspect, c'est que des plantes qui peuvent synthétiser les coumarines, récupérer le fer,
eh bien d'autres plantes peuvent récupérer ces complexes pour utiliser le fer. Donc, je voudrais vous poser deux questions. La première, c'est une question un peu technique qui a trait aux modifications post-traductionnelles des protéines. Donc, je parle de ça parce que, pour les gens qui ne savent pas trop, il y a répertorié entre 350 et 400 modifications post-traductionnelles des protéines, ce qui permet d'amplifier de manière gigantesque la diversité des protéines, soit avec une modification, soit en combinant plusieurs. Donc, vous, dans votre thèse, vous avez analysé, par exemple, les phosphorylations. Est-ce que ce que vous voyez par spectrométrie de masse, ce sont des séquences peptidiques potentiellement phosphorylables ou sont-elles phosphorylées? Dans ma thèse, du coup, on a analysé celles qui étaient phosphorylées. D'accord. Après, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin dans ma thèse. J'avais commencé à faire des phosphomutants, voir s'il y avait plus de sécrétion, moins de sécrétion, tout ça. C'est des choses que j'ai pas eu le temps de finir, donc je pourrais pas répondre plus sur le rôle de... Je ne parle pas du rôle, mais ouais. Voyez-vous, par exemple... On a vu des phosphorylations. Et des différences de niveau de phosphorylation dans certaines conditions? On n'a pas été assez je dirais, carré pour faire vraiment ça. On a regardé un peu s'il y en avait, si on pouvait en détecter sur les protéines d'intérêt. Mais je ne peux pas répondre à ça précisément. Bon, la deuxième question porte sur un aspect que je trouve vraiment intéressant. C'est quand vous utilisez des plantes mutantes incapables de faire des coumarines et qui s'avèrent capables de récupérer des complexes coumarines fer ferriques produits par d'autres plantes, des plantes sauvages. Donc ça m'interroge sur, par exemple, le fonctionnement d'un peuplement végétal. Est-ce que vous avez forcé le système à faire ça? Ou est-ce que dans un champ, ça existe? C'est-à-dire que des plantes voisines échangent des composés pour s'entraider, par exemple. Je connais un exemple de ça. C'est les plantes qui sont agressées par divers pathogènes, qui synthétisent des formes volatiles des phytohormones, qui s'échappent de la plante agressée, qui vont vers les plantes voisines et qui leur disent « Attention, il va y avoir un problème ». On appelle ça le priming de défense. Est-ce que ce que vous voyez avec les coumarines, ça s'apparente à ça? Ou peu? C'est une question complexe. J'ai déjà eu la question. Nous, dans notre système, forcément, on rajoute les coumarines dans une boîte d'agar. Oui, ok. Forcément, elle diffuse facilement dans le sol. On peut imaginer qu'elle ne diffuse pas aussi facilement à longue distance. Supposons que ça marche. Mais bon, j'ai fait des expériences où on voyait qu'elles passaient à plusieurs centimètres une plante séparée à plusieurs centimètres dans du sol, donc elles peuvent quand même diffuser largement. Oui. Et après, il y a des exemples, il y a plein d'intercultures où on voit des effets positifs sur la nutrition en fer, par exemple. Je sais que j'ai des exemples avec des oliviers et des graminées, où les graminées, en sécrétant des molécules similaires aux coumarines, améliorent la nutrition en fer des oliviers. Même si on ne sait pas directement si c'est un prélèvement, mais c'est sûr que ça interagit. Autant pour l'histoire des phytohormones volatiles qui préviennent les plantes, je comprends la stratégie parce que en fait, ça protège le peuplement végétal contre l'attaque de ces pathogènes. Autant là, ce système de coopération entre plantes, dans votre cas, je le saisis moins bien. L'intérêt écologique, oui. Moi aussi, je ne sais pas à quel point c'est intéressant pour une plante de sécréter un composé que l'autre va récupérer. Si on veut être égoïste, bon, en fait, je ne vois pas pourquoi une plante de blé va aller aider un olivier. Oui, je suis d'accord. Non. Bon, vous allez creuser ça? On m'a posé la question souvent. Moi aussi, je me pose la question. J'ai pas de... Il faudrait étudier peut-être dans des vrais sols, dans des milieux naturels, voir si vraiment le phénomène, à quelle proportion il a lieu. Est-ce que c'est très minoritaire ou est-ce que ça permet vraiment une absorption importante de fer déjà?
Est-ce qu'il serait possible de marquer de manière très spécifique une coumarine dans une plante donneuse pour la suivre dans des plantes receveuses? Oui, avec du... oui. Oui, je pense que ce serait faisable, oui. D'accord. Bon, ben voilà. Donc. Okay. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Ah bon? Le président de l'Académie, pardon, le président de la Société française de biologie végétale. Excuse-moi, je te promeux. Bien, bonjour. Pardon. D'accord. Ok, je reste comme ça. Alors. Bonjour à tous. Je vais me mettre un petit peu comme ça, ouais. Ouais. Eh bien, en fait, je voulais t'apporter aussi toutes mes félicitations, toutes les félicitations au nom de la Société française de biologie végétale, parce que comme Dominique l'a déjà mentionné, tu as fait un travail remarquable, hein, qui est assez fondamental. Oui, plus près. Alors, là, ok. Donc tu as fait vraiment un travail remarquable, hein, donc il y a vraiment des approches très variées. Et puis également en termes de valorisation de tes travaux, hein, comme ça a été mentionné, c'est vraiment une thèse très bien menée. Et puis moi, alors j'avais quelques questions pour ajouter un petit peu à la discussion. En fait, j'en avais deux. Je voulais savoir si vous aviez envisagé de combiner en fait ces histoires de carences en fer avec des carences avec d'autres sels minéraux, notamment l'azote ou d'autres métaux. Donc ça, c'était ma première question. Puis j'avais aussi une question, puisqu'on est quand même ici à l'Académie d'agriculture. Tu nous as parlé d'application. Hein, donc là, tu as quand même travaillé sur une plante, une modèle qui est vraiment utilisée pour la recherche fondamentale. Est-ce que tu as envisagé des applications concrètes, des transferts, hein, de tes connaissances vers des modèles agronomiques? Okay. Du coup, pour la première question, moi j'ai travaillé essentiellement sur seulement la carence en fer simple. Voilà, j'ai travaillé que sur celle-là, mais il y a des gens qui ont travaillé sur la carence double fer et phosphate, vu que c'est très lié ces deux éléments, et qui voient du coup des choses différentes dans la sécrétion des coumarines, par exemple, et leur biosynthèse. Je sais qu'avec le soufre aussi, la double carence fer-soufre, ça change la sécrétion, la biosynthèse des coumarines. Donc, c'est quelque chose. Mais moi, j'ai pas travaillé beaucoup là-dessus. Et concernant le transfert, c'est une bonne question. C'était une thèse très fondamentale. Et transposer ça à des plantes cultivées, c'est vrai que c'est jamais évident. Surtout que là, bon, on parle quand même souvent dans les grandes cultures de monocotylédones qui ne sécrètent pas ces composés. Donc chez les dicotylédones cultivés, à part la tomate, où quelques coumarines sont connues et étudiées, je ne connais pas d'autres plantes dont on a identifié les coumarines déjà. Mais je pense que c'est plus en termes de modèles et comment dire, pour se transférer ça à des plantes cultivées, je pense que c'est plus l'intellect qu'il y a derrière, un peu la formation des complexes, le prélèvement, tout ça qui est intéressant. Parce que par exemple, les graminées sécrètent également des molécules similaires qui forment des complexes qui sont prélevés, donc ça enrichit donc la réflexion sur toutes ces sécrétions. Très bien, merci. Merci. Bravo. Merci à vous deux. Pour être dans la ligne de tous tes prédécesseurs, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, je suis en postdoc à l'Université de Genève et je travaille toujours sur la nutrition des plantes, mais à une échelle beaucoup plus large, sur beaucoup plus de nutriments. Voilà. Mais toujours chez Arabidopsis. Merci. Je redonne la parole à notre président. Nous allons respecter le remarquable travail commun qui vient d'être brillamment illustré par Bertrand, par toi et par tous les intervenants de ce matin. Et donc, nous allons remettre les uns après les autres les médailles aux récipiendaires. Alors, Bertrand, je te laisse le soin d'être le premier à remettre. Tu as le diplôme. Et là. Ah, c'est Michel le premier. Bon, ben, c'est Michel le premier. Alors, Jérémy et Michel,
Je vous prie. Ensuite, on fait dans l'ordre de la liste. Ensuite, Bertrand, on fait dans l'ordre de la liste. Oui, oui, oui. On prend pas le micro. On prend pas le micro. Hein. Oui, je vais me parler là. Tu as pris la photo c'est bon. Ok, c'est bon. Merci. J'appelle Aurore Béral. Voilà, donc, eh bien, au nom de l'Académie d'agriculture de France, je suis heureux, honoré de vous remettre ce diplôme, de vous féliciter à nouveau. Voilà, la médaille, ce qui va avec et un diplôme. Voilà, et encore bravo. J'appelle Benjamin Clémenceau, Wittil, voilà. Et donc, au nom de tous nos confrères de l'Académie, voilà, bravo pour cette médaille et bonne continuation. Voilà, et bravo et vive le droit. Alors, Étienne, nous appelons Étienne David, mais je ne le vois plus. Si, ah, voilà. Voilà, c'est le plus petit de la bande. Alors, je vais vous dire le grand intérêt que l'Académie et moi-même avons pris à votre thèse et à votre travail. Nous vous souhaitons beaucoup de bonne chance. Ah oui. Beaucoup de bonne chance. Nous avons pris un grand intérêt à votre exposé, à votre présentation. Nous avons eu même l'occasion d'échanger quelques minutes pendant un passage de couloir. Et je vous félicite et je vous encourage à poursuivre sur cet outil remarquable. Bravo. Alors, donc il s'agit de Ronan Griot. Donc, tout d'abord, félicitations pour avoir fait de la génomique à Palavas. Ça a dû être vraiment un plaisir pendant 3 ans. Bravo. Merci. Donc, j'appelle Mohamed Tanver Mounir. Voilà, à qui je suis heureux de remettre ce diplôme et de lui rappeler qu'il est très très attendu, notamment par les vétérinaires, ce qui est vraiment quand même le Graal. Hein. Bravo. Comme j'aurais aimé remettre cette médaille, parce que je ne comprends pas pourquoi on interdit les couteaux à manche en bois, les planches en bois pour le découpage, et tout cela, ça me paraît invraisemblable d'avoir peur à ce point d'un matériau aussi historique dans notre système alimentaire. J'appelle Madame Juliana Melendres Ruiz. Je suis ravi, Madame, de vous féliciter pour votre travail, pour votre thèse qui nous ouvre plein de perspectives et qui nous invite à faire beaucoup plus de choses pour la promotion du système alimentaire. Bonne continuation, Madame. J'appelle Alexis Porcher. Surtout ne partez pas parce qu'il y a une photo avec les lauréats, hein, s'il vous plaît. Alexis Porcher, en le remerciant d'avoir mis la physiologie végétale à l'honneur aujourd'hui. Il y a eu d'autres thèses un peu dans le même domaine. Bravo. Merci. Et bonne continuation. Bien, c'est le tour de Simon Ventron pour sa thèse sur les pratiques alimentaires en regard de l'offre alimentaire. Bravo. Voilà. Et à distance, mais on ne peut pas leur remettre, hein, c'est à Manon et à Aurore. Hein, donc tout ça sera bien sûr précieusement gardé pour leur remettre au moment voulu.
Alors, on va demander à tous les lauréats de venir devant la tribune. On va demander à tous ceux qui ont été référents de venir derrière la tribune pour montrer qu'à l'Académie, nous sommes pour vraiment l'intergénérationnel, à montrer comment l'écoute des jeunes chercheurs et, vous avez vu, des membres de l'Académie qui ont été quelquefois pointilleux, hein, vous avez vu. Hein. Voilà. Donc venez tous, les lauréats, devant la tribune. Hein, et puis derrière, tous les référents. Allez, Michel, vous montez sur la tribune. Voilà. C'est bon.